Bonjour les randonneurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la FAQ, la fac des 10 000 abonnés. Pour commencer, je vous dis 10 000 merci. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé cette chaîne sur YouTube, j'avais juste pris mon smartphone dans la main. Quand je suis parti marcher pour traverser l'Europe, je n'imaginais pas que ça prenait cette tournure. Et aujourd'hui, effectivement, on a 10 361 abonnés sur la chaîne. Donc je tiens tous à vous remercier de me suivre et on va continuer l'aventure ensemble. On va continuer à parler de randonnée, de trek, de pèlerinage, de matos. On va faire des reviews de produits. On va parler d'astuces, beaucoup de trucs et astuces sur la rando. Tout ça, pour vous aider à passer un bon moment quand vous partez sur les sentiers. C'est exactement ce qu'on va continuer à faire ces prochaines années. Mais aujourd'hui, c'est la FAQ. Je vous avais prévenu dans la dernière vidéo du vlog, le premier vlog que j'ai fait, que vous avez beaucoup apprécié d'ailleurs. Et dans cette FAQ, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées. Et puis, je vais répondre à vos questions, tout simplement. Alors pour commencer, je vais répondre à la question de Martin. Nous avons Martin qui te demande de nous révéler ta pire et ta meilleure expérience en randonnée. Alors Martin, c'est une excellente question. Le meilleur souvenir, expérience que j'ai en randonnée, c'est l'expédition France-Sibéria. En 2017, à l'époque, j'étais un employé de bureau du tertiaire, frustré comme beaucoup d'autres, et je n'en pouvais plus. Donc j'ai démissionné et je suis parti marcher. Et pour moi, partir marcher, ça voulait dire partir marcher 6 mois seul, en autonomie. En vivant donc dans ma tente, en marchant toute la journée sur les sentiers, et en dormant dans ma tente toutes les nuits pendant 6 mois, 174 nuitées et journées de mémoire. Donc ça a été ma première expérience de la randonnée au long cours, et du vrai long cours. Et franchement, c'est la plus belle expérience, le plus beau souvenir que j'ai de ma vie. Alors, il n'y a pas un moment particulier, si tu veux. Quand tu pars marcher 6 mois, Martin, il se passe quelque chose d'assez indescriptible quand tu ne l'as pas vécu toi-même. En fait, imagine que tu te lèves le matin, sans réveil, avec le soleil qui se lève. Bon, tu ranges tes affaires dans ton sac, tu manges, tu plies ta tente et tu pars marcher sur un joli petit chemin, en fonction de là où tu es, sur le bord de l'océan, dans les dunes ou dans les montagnes, dans la haute montagne ou dans la forêt, dans la campagne, etc. Et tu marches, tu marches, tu marches. De toute ta journée, tu ne fais que marcher à ton propre rythme, faire des pauses et manger, recommencer à marcher, faire des pauses, recommencer à marcher, jusqu'à temps que le soir tombe, que tu sois fatigué, que tu trouves un endroit, typiquement comme ce genre d'endroit, dans une forêt, avec les petits oiseaux qui chantent et aucun bruit de moteur ou de bordel ou quoi que ce soit. Tu plantes ta tente juste derrière, là, tu manges pour faire ton dîner, tu fais ta petite douche de bivouac et tu t'endors. Alors que tu t'endors, quand tu vas te coucher, tu as le chant des merles, toute la nuit tu as le chant des chouettes et des hiboux, tu as un chevreuil qui passe ou un renard qui vient fouiner autour de la tente, tu te réveilles avec le chant des merles, tu repars à marcher, et à force de vivre dans cette nature, en contact avec les animaux, waouh, t'es plongé dans une ambiance absolument extraordinaire. Tu fais communion totale avec tout ce qui t'entoure, tu fais vraiment communion avec la nature, le monde, certains diraient avec Dieu, avec quelque chose de plus grand que nous. Chacun mettra les mots qu'il veut dessus, mais c'est exactement ça qui se passe au bout de 6 mois. Cet état d'esprit, donc c'est pas vraiment un souvenir à un instant T, c'est l'état d'esprit, l'ambiance, comme si vraiment on était dans un autre monde que le monde normal, entre guillemets, que je trouve qu'il n'est pas tant que ça. Mais c'est une question c'est un point de vue, c'est une question de point de vue, on va dire. Alors ensuite, Martin, la suite de ta question, c'est il fait un peu froid, donc je me protège, et les randonneurs. Le pire souvenir, alors le pire souvenir, la pire expérience que j'ai eue en rando sur les 15 000 km que j'ai marché ces dernières années. Alors, ouais, c'est un peu un instant T. C'est-à-dire que nous, quand on part marcher, on aimerait bien qu'on soit dans le monde de Walt Disney, le monde des bisounours, hein, et qu'il fasse beau tout le temps, qu'il y ait un gros ciel bleu, qu'il fasse chaud, qu'on puisse se foutre à poil, s'allonger dans la forêt, là, à poil, faire la sieste, sans avoir peur d'avoir froid, sans avoir peur de se faire tremper par la pluie, etc., etc. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, on ne contrôle pas tout, et la vie, on prend ce qu'il y a. Donc quand le ciel a décidé qu'il allait pleuvoir dessus toute la journée pendant des jours et des jours, il te pleut vraiment dessus des jours et des jours, c'est comme ça que ça se passe. Alors quand j'ai traversé l'Europe du Sud, alors là c'était soleil, farniente, c'était cool, c'était chaud, c'était hot. Quand j'ai traversé l'Europe du Nord, quand j'ai fait mon Paris-Cap Nord en 2019, là c'était un peu plus compliqué.
D'ailleurs, si ça vous intéresse de vivre cette expérience avec moi, quand j'ai traversé l'Europe, là, les 10 000 bornes de marche que j'ai fait, vous pouvez partir avec moi. Je prends la caméra dans ma main et je vous emmène en format vlog. Ça se passe sur la playlist France-Iberia pour la traversée de l'Europe du Sud, de Faro à Paris. Et c'est la playlist Paris-Cap Nord pour le Paris-Cap Nord, la traversée de l'Europe du Nord avec 3000 km de Scandinavie notamment dans cette expédition. Je mettrai d'ailleurs tous les liens des vidéos auxquelles on va parler en répondant aux questions de cette fac en description de cette vidéo, donc notamment ces playlists. Alors j'étais parti traverser la Scandinavie et là il m'a plu 14 jours d'affilée dessus. Alors je m'étais déjà fait pleuvoir 10 jours d'affilée en France, entre le Forez et le Morvan en 2017. 10 jours c'est un peu long. Mais là 15 jours en Scandinavie, l'été 2019 c'est l'été le plus pourri du siècle, c'est même le plus gros coup de froid estival depuis qu'il y a une station météo à Trondheim qui a été construite en 1870. Donc j'ai choisi la meilleure année du siècle pour partir faire cette traversée de la Scandinavie, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est-à-dire que pendant 15 jours, il a fait une température entre 5 et 8, 9, 10 degrés Celsius maximum, avec le vent, l'humidité en étant trempé, le phénomène d'altitude, de latitude. C'était la Scandinavie, c'était là-haut. On était sur les températures ressenties clairement parfois négatives. 15 jours d'affilée, en dormant sous la tente. Donc les premiers jours, tu trempes, tu trempes, tu trempes. Après, quand tout est trempé, ta tente, même ton duvet commence à être trempé, ça commence à être dur. Et dans ces journées-là, en altitude, il m'est tombé dessus le plus gros orage de grêle que je me suis pris dans les dents de ma vie. Il y avait des grêlons de 20 mm qui me fouettaient le visage à m'en faire mal. La foudre est tombée à, je dirais, 100-150 mètres de moi. J'étais tout seul, beau au milieu de la Norvège. J'étais clairement sous-équipé. J'avais qu'un t-shirt manche courte, un short. Enfin, c'était n'importe quoi. Et là, j'ai douillé. Là, j'ai prié très fort et j'étais bien content de pouvoir continuer mon aventure après. C'était un petit peu difficile. Mais toutes les expériences, quelque part, c'est plus une mauvaise expérience, c'est plus un mauvais souvenir pour moi aujourd'hui. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, ça ne m'a pas tué, j'ai encaissé ça. Maintenant, quand il y a un orage, je relativise plus facilement parce que j'en ai encaissé un très dur dans le passé. Donc à l'époque, je l'avais vécu un peu durement. Maintenant, ça fait 3 ans que cette histoire est passée, c'est complètement digéré, donc j'en parle avec le sourire. D'ailleurs, j'ai remarqué D'ailleurs, j'ai remarqué que seulement 20% de vous, chers amis randonneurs qui regardez cette vidéo-là, seulement 20% d'entre vous êtes abonnés. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner en cliquant sur le bouton, à cliquer sur la petite cloche, à me laisser d'ailleurs un commentaire pour savoir ce que vous appréciez dans ce format de FAQ. Et si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Vous me les posez en description, en commentaire, et lors de la prochaine fac, je répondrai à vos questions qui ont été retenues dans les commentaires là. Prochaine fac, si c'est un format que vous aimez bien, on verra comment vous la likez, comment vous la regardez. Si c'est un format de vidéo qui vous plaît, on recommencera évidemment de la FAQ. Je suis en train de changer un petit peu la chaîne pour l'améliorer, pour faire un truc plus vivant. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Céline te demande comment fais-tu pour choisir tes randonnées, avec quel support et qu'est-ce qui te fait opter pour une randonnée plus qu'une autre? Merci de ton excellente question, Céline. Tu me suis sur Instagram depuis un certain temps et c'est vrai que je n'ai jamais partagé sur ce réseau social les outils que j'utilise. Alors je vais en présenter 3 rapidement et pour ce faire, je vais mettre mes lunettes et j'ai partagé mon écran d'ordinateur qui est juste là avec vous pour vous présenter ça. Le premier outil que j'ai commencé à utiliser, c'est tout simplement Google Maps. Alors Google Maps, on pourrait se dire, bon, c'est bien pour faire GPS en voiture, etc. etc. Mais en fait, quand on zoome un petit peu, par exemple, là on est à Clermont-Ferrand, on va aller voir un peu ce qui se passe du côté du Puy-de-Dôme. Comme on peut le voir, apparaissent à l'écran des petits chemins. Et ça, c'est des petits chemins, de vrais petits chemins piétons sur lesquels les voitures ne passent pas. On a des chemins forestiers, on a des fois les chemins de tranches forestières. Donc, on peut vraiment faire quelque chose avec Google Maps. Et on va faire, par exemple, on va partir du Puy-de-Dôme pour aller en plein centre-ville de Clermont-Ferrand, place de Jode, par exemple. Et on va mettre le petit bonhomme itinéraire à pied. Et automatiquement, comme un GPS de bagnole, Google Maps va nous donner l'itinéraire à pied qui passe par les chemins muletiers, par la face nord, très intéressant, qu'on pourrait tout à fait prendre pour faire une balade. Ensuite,
j'ai découvert un deuxième site qui est lui aussi gratuit et super intéressant, c'est Hikingway Market Trails. Alors c'est un site d'Hollandais ou d'Allemand, je pense d'Hollandais, qui pense, qui a pour objectif de référencer un maximum de chemins balisés en Occident, du moins. Donc on voit la carte, c'est beaucoup l'Europe, on a quand même un petit peu les grandes traversées américaines, le Pacific Crest Trail, la Transamericana, je pense qu'on va avoir l'Appalachian Crest Trail ici, la Transaméricaine là, bon, un petit peu en Australie, Nouvelle-Zélande. Donc, bref, c'est essentiellement le monde occidental. Et quand on zoome un petit peu, eh bien, on va avoir quand même beaucoup de sentiers référencés, parfois très 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 densément, notamment justement en Allemagne et en Hollande. Et on va retourner à Clermont-Ferrand pour comparer avec nos amis de chez Google Maps qu'on voit. Et on voit effectivement des chemins de randonnée. Les rouges, c'est le Saint-Jacques-de-Compostelle, hein, qui part de Notre-Dame de Notre-Dame-du-Port, hein, au nord du centre-ville de Clermont-Ferrand. Le bleu, là, c'est le GR4 qui traverse la France en passant par la chaîne des Puys. Les Puys sont référencés avec le petit triangle rouge. Et on va avoir des PR, donc des chemins de petite randonnée. On va en avoir beaucoup, en fait. Donc c'est un outil plutôt sympa. Et quand je cherche à traverser un pays, une région, un département ou un continent, bah, ça permet d'avoir une carte autoroutière. Pour les plus vieux d'entre vous qui vous souvenez à quoi ressemblait le monde avant les smartphones et les GPS, eh ben à l'époque, on prenait une carte pour savoir où on allait, quand on allait quelque part. Ben là, quand je pars en randonnée, je prends cette carte. Et j'apprécie tout particulièrement cet outil. J'ai fait une bonne partie de ma traversée de l'Europe avec. Troisième outil que je vais vous présenter maintenant, le plus sérieux, le plus complet. Là, je vous le présente sur mon écran d'ordinateur, c'est le Géoportail évidemment. Sachez que l'application Iphigénie est disponible sur smartphone et sur iPhone. En gros, Géoportail Iphigénie, c'est toute la France, toutes les cartes topographiques de la France à toutes les échelles jusqu'au 1 1250e, avec également une vision satellitaire. Le tout qui fait GPS et vous pouvez précharger eh bien, vos GR avant de partir sur les sentiers pour les avoir dans le smartphone, ce qui fait que quand j'ai fait mon GR20 par exemple, j'avais tout mon tracé déjà enregistré, même si j'étais hors connexion sur le GR, c'était pas un problème, j'avais en plus la fonction GPS. Alors sur Géoportail, voilà, Géoportail, on a le filtre vision satellitaire, on a également celui qui intéresse le plus les randonneurs, c'est carte topographique IGN. Alors, une magnifique carte topographique, hein. Alors que Hikingway Market Trail, je précise, n'est pas topographique, hein, comme on l'avait vu juste avant. Et là, on retrouve nos petits chemins absolument géniaux, la topographie, l'appli fait fonction GPS, pas mon ordinateur. Et là, on va avoir énormément de sentiers balisés. Et tout ce que la Fédération française de randonnée pédestre a balisé, c'est présent sur le Géoportail. Marius nous dit que c'est toi qui le motive le plus à partir sur les sentiers et t'invite à continuer les vidéos si tu veux créer de nouvelles vocations. Et il te demande quelle est la randonnée de tes rêves, celle dont tu n'oses pas parler mais que tu gardes dans un coin de ta tête. La randonnée de mes rêves, genre la randonnée de ton rêve tellement fou que tu oses à peine le dire. Bah, c'est une excellente question, Marius, merci de me la poser. Alors en fait, j'ai un tout petit peu tendance à faire de mes rêves une réalité. Donc la liste des rêves à vivre s'amenuise. Il y a de grands projets devant, mais je suis en train de les faire. Alors concrètement, la prochaine randonnée de mes rêves, ce sont des petites randonnées. Ce sont celles que je vais faire cet été 2022. Je ferai probablement du vlog pendant ces randos. Ce sera des petites randos. Alors, ce sera des randos sur 1 semaine ou 2 semaines maximum. Donc des randonnées, mais pas des grandes expés comme ce que vous avez pu vivre avec moi il y a quelques années. Et j'en ferai peut-être même un court-métrage à la fin, mais bon, on en parlera plus tard. Alors cet été, eh ben, mon grand plaisir, moi, c'est de partir de chez moi. Donc j'habite aujourd'hui en Bourgogne, donc je vais partir traverser le Morvan en Bourgogne, faire une grande boucle dans le Morvan. Ce sera ma première grande rando de l'année. Et la deuxième rando, c'est partir traverser la chaîne des Puys. J'ai habité pendant 2 ans en Auvergne. Toutes les semaines, je partais sur le Puy-de-Dôme, le Puy-Pariou, dans les volcans là-haut. Mais je n'ai jamais fait tous les grands GR qui sont là, le GR4, le GR400, toute la traversée de la chaîne des Puys, du Cantal, etc. Donc cet été, j'irai également en Auvergne. Et ça, c'est mon rêve, on va dire, mon petit rêve à court terme.
Et j'ai aussi deux moyens rêves à moyen terme. Le premier, ce serait de finir ce que j'ai commencé. C'est un truc que j'aime bien faire. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire le GR5. J'aimerais finir mon GR5. Donc de partir du lac Léman pour traverser tout le Jura, les Vosges, le Benelux et arriver sur la mer du Nord. Et le deuxième rêve que j'ai à moyen terme, c'est faire un truc que je n'ai jamais fait. J'ai beaucoup marché seul, hein, j'ai marché 15 000 bornes, mais seul. J'aimerais partager une grande randonnée ou une moyenne randonnée à deux avec ma copine. Ce serait quelque chose d'un peu plus ensoleillé, un peu plus au sud de l'Europe, peut-être un Saint-Jacques-de-Compostelle ou dans le monde latin, quelque chose d'un petit peu plus sympa et à vivre à deux. Patoche53 attend avec impatience tes vidéos sur l'alimentation en rando. Est-ce que tu veux nous en dire plus dessus? Bien sûr, excellente question Patoche, effectivement, déjà pour commencer sur la chaîne YouTube, pas le dimanche dernier mais celui d'avant, il y a 2 semaines, j'ai publié la vidéo alimentation en randonnée de près de 29 minutes dans laquelle on va rentrer beaucoup plus en détail sur les enjeux de l'alimentation en randonnée. Pour aller plus loin, dimanche dernier j'ai publié également cette vidéo qui présente le calculateur de calories, le simulateur que j'ai créé moi-même. J'ai passé des années à chercher un truc qui me permette de savoir combien de calories est-ce que je dépense au quotidien quand je pars faire une rando et quelle quantité de nutriments et de calories il y a dans les aliments pour pouvoir faire la balance entre les deux et savoir ce que je prends dans mon sac avant de partir. Je ne l'ai jamais trouvé, donc je l'ai fait moi-même. Je vous le propose, vous pouvez déjà le télécharger gratuitement en cliquant sur cette vidéo et vous aurez le simulateur, donc intégré justement le tutoriel pour savoir comment bien utiliser le simulateur, donc à télécharger exactement dans cette vidéo. Et enfin, pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, la semaine dernière, j'ai sorti la nouvelle formation vidéo alimentation en randonnée sur mon site Le Banquier Randonneur, où je vais vous présenter en détail tout ce qu'il y a à savoir. Alors cette formation, c'est en gros 15 000 km de marche, 1 an et demi passé sur les sentiers, à manger des trucs différents, à essayer plusieurs régimes alimentaires, tout ça condensé dans ce programme vidéo, le seul à l'heure actuelle qui parle uniquement de cela. Donc on passe 3 heures de vidéo ensemble, dans 12 vidéos privées. À l'intérieur, vous retrouvez évidemment cet outil qu'est le simulateur de kilocalories, également le e-book pour en faire un support pédagogique. Et comme dans tous mes programmes de formation, vous avez un engagement de réponse à vos questions complémentaires par mail en 24 heures, la garantie 100% satisfaction, l'accès à vie au programme et puis évidemment un dossier rando par mois dans le mail. Donc tout ça se trouve à votre disposition sur lebanquierrandonneur.fr et vous aurez le lien juste en description de cette vidéo pour en savoir un petit peu plus. Mégane te demande combien de kilomètres tu as fait pour la vidéo vlog des 100 000 abonnés. Merci Mégane de ta question. Alors pour te répondre, sur le vlog 1 qu'on a fait l'autre jour, on a marché 13,3 km. Et pour te répondre de manière un peu plus globale, on va dire, tous les jours je marche. Hein, la marche est une grande partie de ma vie, c'est de l'hygiène de vie pour moi. Tous les jours je marche plusieurs kilomètres. Toutes les semaines je fais au moins une marche avec ma compagne et on marche entre 13 et 20 km. Là c'est le début de la reprise. Hein. L'hiver, je dois avouer que cet hiver en Bourgogne en plus, 2021-2022, entre le froid, le brouillard, l'humidité, ça n'a pas été très agréable, on va dire, de randonnée. On s'est laissé un peu aller. Là, c'est le printemps qui revient. Donc on remonte, on retape maintenant des 20 km, au moins une fois par semaine. Objectif 25 km par jour pour pouvoir repartir, randonner aussi en couple, en fait, cette année avec ma compagne. Donc voilà les kilomètres que je fais. Sinon, quand je suis au top de ma forme, aguerri, après 3 mois de préparation physique, eh bien, je fais du 30-35 km par jour. Je suis monté en 2018 lorsque j'ai fait le tour du Mont Blanc, la traversée des Alpes sur le GR5 et la traversée de la Corse en one shot, avec 1 jour et demi de repos au milieu, pour passer un week-end cool quand même. J'étais en moyenne de mémoire à 30 km et 1818 mètres de dénivelé positif par jour. Donc, pour ceux qui voient ce que ça représente, ça commence à faire quand même. Ensuite, nous avons Laurent qui te remercie pour tes vidéos. Il te dit qu'il pèse 130 kg pour 1,80 m. Il commence seulement la randonnée et te demande quelles chaussures seraient les plus adaptées par rapport à son poids. Excellente question, Laurent. Excellente question, je te remercie de l'avoir posée. Alors ça, c'est une question très importante. La question qui se cache derrière, donc c'est commencer ou recommencer la randonnée quand on est en surpoids. Alors déjà, je tiens à te féliciter parce que si j'étais en surpoids,
à ta place, je ferais exactement la même chose. La marche, la randonnée, c'est la meilleure activité que vous puissiez faire, surtout si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, afin de rééquilibrer votre corps. Le surpoids, c'est pas une question définitive, hein, il suffit de rééquilibrer ce qu'on mange et la dépense énergétique pour pouvoir rééquilibrer son corps. Concrètement, on va dire, il y a vraiment un point d'attention. Pour reprendre la marche, bien choisir ses chaussures, effectivement, c'est très important, Laurent, quand tu reprends la rando. Pour aller plus loin, en fait, la vraie question, c'est la question des chocs articulaires. À chaque fois qu'on pose le pied par terre, eh bien, on choque le pied, le talon, et le choc articulaire se répercute dans le genou, dans les hanches, dans toute la colonne vertébrale, dans les cervicales derrière. Donc si, les amis randonneurs qui me regardez, si vous avez mal dans une de ces articulations, notamment quand vous pratiquez la randonnée, le problème, c'est le problème des chocs articulaires. Alors pour minimiser l'effet de ces chocs articulaires, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, il faut toujours écouter son corps. Il faut toujours écouter son corps et y aller progressivement. Tu ne vas pas faire un 33 km par jour avec 1800 mètres de dénivelé, avec un sac de 15 kg dans le dos dès demain. Il va falloir y aller progressivement. Et puis, pour diminuer ces chocs, effectivement, ta question est excellente, le choix de la chaussure est très important. Alors, vous trouverez en dessous le lien vers la vidéo « Comment bien choisir ses chaussures de randonnée », qui est une question à part entière. Je ne vais pas rentrer à fond dans le détail aujourd'hui, sinon il y en a pour 40 minutes. Mais dans l'idée, effectivement, la chaussure va être importante. Il faut minimiser ces chocs articulaires. Donc il va te falloir une chaussure avec un bon amorti, une bonne semelle. Donc il faut avoir une belle chaussure. Statistiquement, plus les chaussures vont être chères, plus elles vont avoir une qualité globale satisfaisante et plus tu auras un bon amorti. Si ce n'est pas suffisant, tu peux également t'orienter vers ton médecin généraliste qui pourra t'orienter vers un orthopédiste de mémoire qui te fera des semelles orthopédiques. Non, c'est pas orthopédiste, c'est peut-être un podologue. Je ne sais plus, dites-moi ça en commentaire, le temps que la mémoire me revienne. Bref, un spécialiste du pied qui peut te prendre les empreintes de tes pieds pour te construire sur mesure une semelle que tu viendras rajouter dans ta chaussure ou remplacer avec la semelle existante pour pouvoir encore mieux encaisser, amortir les chocs articulaires. De plus, il y a un truc qui coûte pas cher, qui va réduire immédiatement les chocs articulaires de 30%. Et donc potentiellement, préserver tes genoux, tes chevilles, ta colonne vertébrale, ce sont les bâtons. Les bâtons de randonnée, bien utilisés, ça répercute 30% des chocs des jambes dans les bras. Les bras, quand on marche, ils s'ennuient, ils ne font rien. Avec les bâtons, ils vont t'aider à absorber ces chocs. Une dernière petite astuce. Alors je sais, Laurent, tu es parisien, tu me l'as mis dans ta question. Donc c'est pas évident, mais dans l'idéal, essaye de marcher sur l'endroit le plus doux possible. Clairement, évite le bitume. Bon, à Paris c'est effectivement une grosse dalle de béton. Tu as peut-être le bois de Boulogne pas trop loin, ou le bois de Vincennes de l'autre côté. Le week-end avec le RER, tu peux facilement aller dans les grandes forêts magnifiques qu'il y a partout en Ile-de-France, avec seulement 3/4 d'heure, 1 heure de trajet en RER, en fonction de la Houtelle, la vallée de la Chevreuse, la forêt de Fontainebleau. Il y a bien ce qu'il faut quand même. Hein. Il y a de beaux poumons verts, de belles forêts aux alentours de Paris. Parce qu'une forêt, un sentier, un chemin humifié est beaucoup plus doux. Donc quand le talon tape dessus, c'est comme sur de la mousse, ça amortit le choc articulaire. Le pire pour nous niquer les articulations, c'est le bitume et la caillasse, évidemment, qui n'a aucun amorti et qui choque. On a une autre question qui est comment faire quand on n'a aucun ami qui aime la randonnée? Alors c'est une excellente question, Seb. Comment faire pour randonner avec des amis, en couple, en famille? En fait, je crois que la question qui se cache derrière, c'est comment partager ta passion de la randonnée avec d'autres personnes. C'est une excellente question et ça me fait plaisir que tu la poses parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, notamment dans les réseaux sociaux. À titre personnel, moi j'ai commencé la randonnée seul. J'ai poussé l'expérience jusqu'à mes limites, là où je voulais aller. Et maintenant, c'est un grand plaisir pour moi de partager la rando. Mais alors, il faut être un petit peu vigilant. Et je t'invite à aller regarder la vidéo « La randonnée en couple », dont tu auras le lien juste en dessous. Alors ça, c'est phénoménal. La randonnée en couple est l'une des vidéos les plus détestées. Moi, pas la moins aimée, la plus détestée, l'une des vidéos qui a le plus de pouces rouges de toute ma chaîne YouTube, alors que je parle d'organiser une randonnée en amoureux, en couple. J'avoue que j'ai pas compris quels sont ces gens qui ont pu autant détester des bons conseils pour pouvoir passer un bon moment en couple. Je ne sais pas. Mais bon, les réseaux sociaux ont leurs surprises que je ne comprends pas toujours. Donc, il faut être... alors déjà, pour trouver le partenaire,
il ne faut pas forcer les gens. Hein. Si les gens n'en ont rien à foutre de la randonnée, ils n'en ont rien à foutre de la randonnée, c'est bien dommage, parce qu'Hippocrate disait que la rando, c'était la meilleure chose à faire pour garder la santé. Il y a 2500 ans de ça, et ça n'a pas changé en 2500 ans. Peut-être y a-t-il des gens dans ta famille, dans tes amis, qui seraient prêts à découvrir, et pour ça, il faut leur tendre la main, les inviter à venir faire une randonnée avec toi. Ils acceptent, ils n'acceptent pas, on ne force pas la main des gens, il faut respecter le consentement. Même dans la randonnée, c'est toujours pareil. Il faut commencer petit, évidemment. Des gens qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas le matériel, ne pourront peut-être pas faire autant de kilomètres que toi, du moins au début, donc il faudra y aller à nouveau progressivement. Donc, propose aux gens qui t'entourent de partir en rando avec toi, et pourquoi pas, cherche à rencontrer, sois proactif, propose à tes amis, tes collègues, tes copains, des gens auxquels tu ne penserais pas, de partir faire des randos. Sinon, pour se rapprocher de gens qui sont déjà pratiquants de la randonnée, il y a tous les clubs de randonnée locaux. Alors Seb, vu ton profil, on ne se connaît pas personnellement, mais vu ton profil, je pense que tu as un âge assez jeune. Dans les clubs de rando, effectivement, tu vas surtout trouver des gens qui sont avancés, beaucoup de pré-retraités et de jeunes retraités. Donc pour trouver des jeunes et faire de la randonnée, effectivement, c'est pas toujours facile. Ensuite, pour passer un bon moment, une fois que tu as trouvé quelqu'un pour partir faire une rando avec toi, il faut être à ton écoute à toi et à son écoute à lui, à elle. Donc les mêmes conseils, toujours on y va progressivement, il faut bien savoir, pour bien sentir quel est son niveau, pour pas le dégoûter, lui faire trop de kilomètres en portant un sac trop lourd, et puis tout se passera bien. Nous avons Xavier qui te demande comment gérer les patous. Alors ça c'est une excellente question Xavier, et c'est un plaisir d'y répondre parce que je suis moi-même phobique. J'étais moi-même phobique des chiens. Les chiens m'ont toujours fait une peur bleue, j'ai été attaqué, blessé par des chiens quand j'étais gamin. Donc dès que j'ai une rencontre avec un chien un peu tendu, c'est frisson, c'est l'envie d'immobilité, hein. C'est la peur panique qui arrive complètement avec l'accélération du rythme cardiaque, de la respiration, la sueur froide, la totale. Bon, donc je vais te répondre à cette question en sachant que j'étais clairement très phobique des chiens et aujourd'hui je le vis beaucoup mieux. Et la seule façon de passer de la peur à l'accoutumance, c'est l'action. Il faut s'exposer aux chiens. En ayant traversé tout le GR10, en ayant fait tout le tour du Mont Blanc, en ayant traversé tout le GR5, en ayant traversé le Portugal de la campagne, où il y a 4 ou 5 chiens par ferme sans laisse, j'ai fait des dizaines et des dizaines de rencontres, mais surtout, il faut le dire, avec les patous, effectivement, qui sont ces chiens de berger, les chiens qui gardent les troupeaux en montagne. Sur un GR10, sur un GR5, oui, ce sont des dizaines de rencontres de patous, des fois un par un, des fois deux par deux, et je suis monté à au maximum une dizaine de patous. C'était dans le Mercantour, tout proche de Nice, la veille de l'Aïd, et là effectivement il y avait énormément de troupeaux rassemblés, et les bergers avaient mis le paquet, quoi. Il y avait une dizaine de patous, il y en avait partout, ils m'ont beaucoup d'entre eux pris à partie. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le comportement à adopter sur le patou, que je t'invite à aller voir juste en dessous, pour toutes celles et ceux, les amis, qui s'apprêtaient à faire un GR de montagne, surtout le GR10 et le GR5, typiquement. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour savoir comment avoir un bon comportement lorsque l'on rencontre les chiens de berger, et notamment les patous, qui sont particulièrement impressionnants, parce que ça fait 60, 70, 80 kilos pour un gros patou. C'est impressionnant. Et il faut garder en tête, simplement, que on n'est pas chez nous, c'est lui le patron, c'est son troupeau, et le chien, il a cette territoire sacré, et pour le chien de berger, le territoire sacré, c'est le troupeau. Donc, un étranger qui vient dans son troupeau, c'est une menace, c'est un potentiel prédateur, un potentiel voleur, ou un potentiel violeur de moutons. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête à ce patou, mais toujours est-il qu'il a été sélectionné génétiquement, à travers les millénaires, pour mordre les gens qui volent et qui violent les moutons. Et les loups et les ours. À l'époque, il y en avait encore beaucoup. Alors notre patou, il va venir vers nous, dès qu'il nous voit, il va venir se poster devant nous, il va gueuler. Surtout, n'adoptez jamais de réflexes violents. Ne le menacez pas avec votre bâton, ne lui jetez pas des pierres, prenez une attitude cool. Je sais, c'est compliqué, surtout pour les phobiques. Gardez une attitude cool, vous vous arrêtez. Il va venir, il va se mettre à la limite de votre espace vital, c'est-à-dire environ 1,50 m. Il va se stopper devant vous, il va vous aboyer dessus. Il fait son travail. Il teste. Vous restez face à face avec lui.
Ne vous barrez surtout pas en courant, parce que là, ça veut dire que vous avez quelque chose à vous reprocher, ça va mal se passer. Faites-lui face, ne le regardez pas dans les yeux, ça va l'abîmer, restez cool. Et après qu'il ait gueulé un bon coup, en général, il va venir vers vous, vous renifler. Ah oui, voilà, les chiens, c'est comme ça se renifle. Ils ont un odorat 1200 fois plus développé en moyenne que nous, les humains. Donc, nous, on fait des contrôles de pièces d'identité et de passeport, ou de passe vaccinal. Bah, les patous, ils te reniflent le fion et ils sachent à peu près qui t'es en fonction de ce qu'ils sentent. Et une fois qu'il t'a reniflé, il va reprendre la distance d'espace vital, il va continuer à gueuler, et en général, il va continuer à gueuler jusqu'à temps que tu sois parti de l'autre côté de son troupeau. Ne traverse jamais son troupeau, contourne-le au maximum le plus large possible, et tout devrait bien se passer. Alors, quand j'ai fait cette vidéo sur les patous, il y a plusieurs randonneurs qui m'ont écrit en commentaire, oui, mais il y a des fois, t'as pas le choix. Il y a du brouillard, tu vois pas à 10 mètres, tu tombes en plein dans le troupeau de moutons, tu l'avais pas vu, pas entendu. Des fois, la vallée est très encaissée, il y a qu'un sentier ici, c'est très difficile de passer sur le côté. Oui, c'est vrai. Traverser un troupeau de moutons, ça accroît le risque, mais il faut garder, si c'est obligé, eh bien, le même comportement. Mais à nouveau, je ne suis pas vraiment d'accord avec ces gens qui m'ont écrit ça. Je n'ai jamais été obligé de traverser un troupeau de moutons. Quand on veut, on peut. J'ai toujours fait beaucoup d'efforts et je pense que c'est aussi pour ça que ça s'est toujours très bien passé avec mes amis, les patous. Nage94 te demande s'il faut prioriser les grandes routes de voiture quand on a la phobie des animaux sauvages. La fameuse question qui en fait bugger la caméra. Alors concrètement, Nage, à quel animal sauvage est-ce que tu penses? Il y a beaucoup de gens qui me posent cette question, on en a beaucoup parlé récemment d'ailleurs. La question c'est, quand on part en randonnée dans la nature, est-ce qu'on va être confronté à rencontrer des animaux sauvages potentiellement dangereux pour un randonneur ou une randonneuse qui se balade dans la nature? Alors la question c'est, quelle sorte d'animaux auxquels on pense? Généralement on pense à l'ours, au loup et au lynx. Ce sont les trois animaux qui ont, on va dire, la carrure, la physiologie, la physionomie de pouvoir être dangereux en cas d'attaque sur un humain. Mais pas si vite. Le truc, c'est qu'en France, à ce jour, des attaques de loups, d'ours ou encore moins de lynx avérées sur un humain, il n'y en a pas. Ces animaux détestent le contact avec les humains, ils détestent ça, et vu qu'ils ont une ouïe extrêmement fine, ils nous entendent arriver à des kilomètres à la ronde, vu qu'ils ont un odorat plus de 1000 fois plus développé que nous, ils nous sentent à des kilomètres à la ronde, donc ils vont tout faire pour nous éviter, et faites-leur confiance, ces animaux vont vous éviter. Alors le lynx, déjà pour ne serait-ce qu'observer un lynx, ne serait-ce qu'un chat forestier, c'est mission impossible. Je ne connais que des gens qui font de la photographie animalière ou des reportages animaliers qui ont réussi à voir cet animal. L'ours, effectivement, l'ours, avec le programme de réintroduction dans les Pyrénées, aujourd'hui, à l'heure où tourne cette vidéo, effectivement, il y a 70 ours dénombrés dans les Pyrénées. Mais à nouveau, aucune attaque sur l'homme avec blessure ou mort avérée de la part des ours. On entend beaucoup parler des ours et des randonneurs, notamment en Amérique du Nord, États-Unis du Nord-Ouest, Canada, Alaska, Sibérie, Scandinavie. Mais alors, les ours qu'on a dans les Pyrénées, c'est de l'ours brun, donc un petit ours, entre guillemets, un petit ours de souche slovène, donc qui est plus petit que les autres. C'est pas du grizzly monstrueux d'Amérique du Nord, extrêmement agressif, extrêmement dangereux, effectivement, qui là peut avoir des réflexes de prédation sur l'humain. Non. L'ours brun, l'ours slovène qu'on a réimplanté dans les Pyrénées, il est plus petit, plus calme, moins dangereux. Alors, il y a toujours quand même un risque, c'est vrai. Moi, j'ai rencontré un ours en 2017, lorsque justement j'ai traversé les Pyrénées. Je l'ai rencontré en Ariège. L'Ariège et les Pyrénées centrales, ce sont les deux points, autour du Mont Vallier notamment, les deux points où il y a la plus forte population d'ours, et là où il y a de plus en plus de rencontres. Alors à l'époque, en 2017, je disais qu'il y aurait de plus en plus, la population d'ours est en train d'augmenter, il allait y avoir de plus en plus de rencontres, ours humains, et notamment ours randonneurs, qui nous intéressent un petit peu plus, nous. Alors oui, effectivement, il y en a de plus en plus, on a même des vidéos qui ont tourné sur Internet, on les a vus, mais à ce jour, pas d'attaque. Alors, l'ours, c'est un mammifère. Les femelles mammifères, elles ont tendance à avoir quelque chose de sacré, c'est la descendance, c'est les enfants. Donc le seul risque vraiment d'attaque qu'il y ait, ou d'agressivité du moins, c'est une femelle ours avec ses petits. Et quand on la rencontre, alors qu'elle était occupée, ou que le vent n'est pas dans le bon sens, et qu'on tombe nez à nez, à plusieurs dizaines de mètres, c'est là qu'il y a le risque d'attaque.
en sachant que la majorité des charges des ours sont des charges dissuasives. C'est-à-dire qu'elles grognent, elles nous foncent dessus au galop et s'arrêtent en général à plusieurs mètres. Alors, quel comportement adopter? Comment faire dans ces cas-là? C'est pas le sujet de cette vidéo. Renseignez-vous à côté. Vous allez voir, ça se fait et en France, vous êtes plutôt en sécurité. Enfin, le loup. Le loup qui a bercé tous nos contes d'enfants de Walt Disney, les méchants loups qui mangent les petits-enfants, les petites filles randonneuses qui partent dans la forêt. Tout ça, c'est des conneries. Aujourd'hui, à nouveau, il n'y a pas d'attaque de loup avérée sur l'homme. Les loups, ils détestent l'humain. Il y a eu quelques rencontres furtives. Il y a quelques rencontres furtives, notamment dans les Alpes, entre hommes et loups, mais c'est rare. Et les histoires qu'on entend de loups qui mangent des humains, c'est soit des contes de fées, soit des histoires qui sortent du Moyen-Âge. Ça se faisait à l'époque, un peu moins aujourd'hui, soit des histoires qui se passent dans le Grand Nord, et ça recoupe le Moyen-Âge. Dans les aventures de Mike Horn, de Cro-Blanc et compagnie, en Amérique du Nord, en Sibérie, effectivement, il y a pu avoir occasionnellement des attaques de prédation de loups sur des humains, mais des humains morts de fatigue, des humains seuls dans l'hiver arctique qui n'ont rien à foutre là où ils sont. En France, même à 3000 mètres dans les Pyrénées ou dans les Alpes, vous ne vous ferez pas bouffer par une meute de loups. En revanche, l'animal le plus pénible que j'ai rencontré en passant 1 an et demi sur les sentiers et qui m'a beaucoup dérangé, c'est le moustique. Alors, il est tout petit, il n'est pas très impressionnant, donc il n'est pas très dangereux. Par contre, il est très embêtant à voler en permanence, à nous piquer, ça gratte, c'est franchement pas cool. Mais voilà, le plus gros danger que vous allez rencontrer dans les animaux sauvages, ce sont les moustiques qui vont vous emmerder une fois de temps en temps, les tiques qui sont plus gênants, et on en reparlera dans une prochaine vidéo pour comment se prémunir des tiques et comment les prendre en charge tout de suite pour limiter les risques. Et ben voilà, la caméra a été KO tout à l'heure, on a fini de tourner cette fac dans le bûcher ici. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à la liker, à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et les questions que vous aimeriez que je réponde lorsque l'on fera notre prochaine fac. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo les randonneurs. Ciao!